Aujourd'hui, c'est quoi au juste la Palestine? Un État, une région, une nation, un camp de réfugiés? Vous allez le constater, les cartes sont plus précises que les mots. Alors, tentons un constat cartographique neutre, mais est-ce vraiment possible dans une telle région? Située au Proche-Orient, la Palestine est bornée à l'ouest par la Méditerranée, à l'est par le fossé de la vallée du Jourdain, au sud par le désert du Sinaï, mais hormis les références que l'on trouve dans l'Ancien Testament, son bornage nord est plus difficile à fixer puisqu'il n'y a ni limite de peuplement, ni limite géographique précise. Sa localisation au Proche-Orient a fait de la Palestine le seul passage terrestre entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Un vrai couloir pour les invasions, une terre conquise successivement par les Égyptiens, les Philistins, qui vont donner leur nom à la Palestine, puis les Hébreux, qui d'ailleurs vont rapidement entrer en guerre avec les Philistins, suivront ensuite les Babyloniens, les Macédoniens d'Alexandre le Grand, les Romains, les Perses, les Arabes, les Ottomans, et puis au XXe siècle, les Britanniques, et enfin, retour du peuple juif. Donc un lieu de passage pour les peuples, et en plus, un lieu qui a fait lien entre ces hommes et leur Dieu, tout cela sur un territoire à dimension fort réduite. Voici maintenant une carte de la région au début du XXe siècle. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que l'on trouve la dernière entité juridique ayant porté le nom de Palestine, un territoire alors sous mandat britannique, qui disparaît en 1948 avec la création de l'État d'Israël. La Palestine cesse alors d'exister, alors apparaît la question palestinienne, le peuple palestinien naît par l'exil au moment précis où prend fin celui du peuple juif. Le nom même de Palestine réapparaît progressivement avec l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, créée en 1964 par Yasser Arafat, avec d'ailleurs des références territoriales variables. Alors qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires palestiniens et quelle est leur superficie? Les accords d'Oslo de septembre 1993 ont découpé les territoires occupés par Israël en 1967, Gaza, Cisjordanie, en 3 statuts différents. Le statut A, que l'on voit ici, sous contrôle total palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, au sud-ouest. Le statut B, sous contrôle administratif palestinien, mais où la sécurité est exercée par Israël. Enfin, le statut C, ce sont des zones qui demeurent sous contrôle israélien, comme celles considérées comme stratégiques par Israël, ou bien les colonies juives, situées à l'intérieur de ces 2 territoires occupés. Alors allons voir maintenant comment cela se passe concrètement sur le terrain. D'abord Gaza. C'est là que s'est installé Yasser Arafat avec le gouvernement de l'autorité transitoire palestinienne en 1994. Gaza est une bande de terre de 5 à 12 km de large sur 40 km de long. Cela fait 370 km², soit à peu près la moitié du land de Hambourg. C'est une terre agricole qui ouvre sur la Méditerranée. La population est de 1 million de Palestiniens et de 6 000 colons juifs. C'est l'une des plus fortes densités d'occupation du sol au monde. Plus de 70% de ces Palestiniens sont des réfugiés de l'intérieur, venus en 1948, lors de la création d'Israël. La moyenne d'âge, là, est de 16 ans. C'est une population très jeune, très scolarisée grâce à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour la Palestine, mais le taux de chômage est très élevé. De Gaza, la main-d'œuvre palestinienne se rend chaque jour en Israël pour travailler dans la construction ou dans les services, ce qui fait que le fonctionnement économique de Gaza dépend en totalité d'Israël. Depuis l'évacuation partielle de Gaza par l'armée israélienne, conforme en cela aux accords d'Oslo, a été construit un aéroport international, notamment avec des fonds de l'Union européenne. Or, son trafic n'a pu se développer car il est régulièrement interrompu sur simple décision de Tel Aviv, l'espace aérien étant contrôlé par Israël. L'armée israélienne continue d'assurer la sécurité des quelques 6 000 colons juifs,
vivant dans 15 colonies situées au sud, au centre et au nord de la bande de Gaza, ce qui fait qu'en fait, depuis la mise en application des accords d'Oslo, les règles de sortie de Gaza sont plus strictes que lorsque le territoire était occupé par Israël. Un barbelé électrifié a été construit tout autour, les frontières externes de Gaza sont contrôlées par Israël et le territoire est régulièrement bouclé pour des raisons de représailles politiques ou de sécurité. Dès lors, plus de sorties, donc plus de travail pour les Palestiniens salariés en Israël, donc plus de rémunération. Gaza est devenu un camp de réfugiés prison. Il existe une sortie unique, le point de passage de Erez, permettant d'aller en Israël ou vers la Cisjordanie, distante de quelques 70 km. Or, les formalités de contrôle sont telles qu'il est impossible de faire l'aller-retour dans la journée. Donc, attente, embouteillage sans fin, on renonce. Tout cela semble être le contraire, dans les faits, d'un statut d'autonomie. Maintenant, suivons cette route pour nous rendre dans l'autre partie des territoires palestiniens. La Cisjordanie fait 5800 km², soit la taille moyenne d'un département français, avec des activités dans l'agriculture, l'industrie, les services. Là vivent quelques 1 300 000 Palestiniens. La Cisjordanie était passée sous contrôle israélien après la guerre des 6 jours en juin 1967, et depuis cette année-là, se sont implantées des colonies de peuplement, 141 exactement, en juin 2001. On les voit situées là sur la carte. Selon les accords d'Oslo, la Cisjordanie doit revenir aux Palestiniens. On voit les zones sous statut A, c'est-à-dire sous contrôle palestinien. Or, selon l'ONG israélienne B'Tselem, elle estime que, pendant la durée même du processus d'Oslo, Israël a fait construire, là, en Cisjordanie, 11 200 logements qui ont accueilli 78 500 colons de plus. Le nombre total des colonies est ainsi passé de 122 en 1993 à 141 en 2000, portant le nombre de colons à 200 000. En résumé, l'éloignement de 70 km entre Gaza et la Cisjordanie, les barrages routiers, le bouclage fréquent des territoires, la diversité des statuts A, B, C, la présence des colonies de peuplement juives réparties au milieu de villages palestiniens, créant de constantes discontinuités, un système routier qui permet aux colonies d'être liées directement à Israël sans passer par les zones palestiniennes, sans même vous parler de l'imbrication des statuts fonciers ou de l'accès à l'eau du Jourdain ou celle des nappes phréatiques. Tout cela rend très difficile toute continuité territoriale d'un espace palestinien. Pour ces deux morceaux du territoire palestinien, il y a trop de facteurs de dysfonctionnement géographique, administratif, économique, donc politique. En 8 ans, l'autorité nationale palestinienne n'a obtenu un contrôle que d'environ 25% des territoires conquis par Israël en juin 1967. Les territoires palestiniens aujourd'hui sont comme une peau de léopard, voire une peau de chagrin, ne pouvant en aucune façon se transformer comme par magie en un État viable. Voilà, on le déduit par ces cartes, le processus d'Oslo a échoué. Mais peut-être valait-il mieux Oslo quand même que pas d'Oslo du tout. Pour leur part, les Israéliens ont la sensation d'avoir déjà beaucoup donné, sans récolter pour autant ni la paix, ni même de sécurité supplémentaire. Les Palestiniens, pour leur part, estiment qu'Israël a trop peu donné et n'a pas voulu choisir entre plus de terre ou plus de paix, gardant deux fers au feu, négocier, tout en continuant les colonisations. L'autorité palestinienne n'a pas assez obtenu matériellement, elle n'a pas su saisir ce qui lui a été proposé pendant certaines négociations, elle ne se démarque pas assez des attentats terroristes, elle n'a pas été assez vite pour entraîner des changements matériels favorables aux Palestiniens, elle est trop corrompue et Arafat pas assez démocrate. Mais en face, l'une des questions qui se posent pour les analystes, c'est ceci. Peut-on disposer de la liberté de penser pour avoir le droit de critiquer un gouvernement élu démocratiquement, c'est-à-dire critiquer lorsque nécessaire la politique conduite par le gouvernement israélien sans être suspecté d'antisémitisme? Le processus actuel, en tout cas, est de plus en plus militaire et de moins en moins diplomatique, et la situation, à nouveau, est dans une impasse. D'un côté,
de nombreux Israéliens se sentent en insécurité. Ils se demandent, et de nombreux Juifs avec eux, l'État d'Israël a 50 ans, mais est-ce un État pérenne? Alors est-ce qu'ils peuvent avoir les yeux suffisamment ouverts pour voir la situation qui est faite aux Palestiniens, l'incroyable injustice? En tout cas, sur place, on ne peut que constater le rapport de force, la complète asymétrie des situations qui existent entre ces deux peuples.